Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 19h d'Al24 News, consacré essentiellement au conflit en Ukraine. Depuis le début de l'opération militaire russe, la diplomatie tente de s'imposer. Appels téléphoniques, réunions et autres conciliabules multilatéraux redoublent d'intensité avec le même objectif en ligne de mire, arriver le plus rapidement à un accord de paix. Tinhinan Makassi. La diplomatie n'a pas encore dit son dernier mot concernant le conflit russo-ukrainien. Bien avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine, la solution diplomatique a été mise en avant par Moscou. D'ailleurs, cette alternative semble toujours être au menu de l'agenda russe. Ainsi, son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, multiplie les rencontres. Il a reçu notamment aujourd'hui son homologue turc. Il est à noter que la Turquie propose sa médiation, en raison des relations étroites qu'elle entretient non seulement avec la Russie, l'Ukraine, mais aussi avec l'OTAN dont elle fait partie. En outre, Vladimir Poutine et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont exposé l'un à l'autre leur point de vue sur la situation à l'occasion d'un appel téléphonique. Bien que la Russie soit ouverte à la discussion, elle refuse de céder aux caprices du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui d'un côté affirme que son pays est pour une solution de paix et d'un autre continue à réclamer l'intervention des pays occidentaux. Pas plus loin qu'aujourd'hui, il a réitéré cet appel à l'occasion d'une visioconférence avec le Congrès américain. Il semble que l'option diplomatique soit sur le fil du rasoir. Et pour cause, Mikhailo Podolyak, négociateur en chef ukrainien, affirme que son pays refuse la neutralité en raison de la guerre directe avec la Russie. Alors que le 4e round des pourparlers se tient en ce moment même en visioconférence. Pour rappel, la neutralité et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, sont les principales conditions de Moscou pour une cessation des combats. Et pour un éclairage sur le paradigme diplomatique au cœur de la question ukrainienne, je vous propose d'écouter l'analyse de Gamel Abina, analyste des questions internationales. De Seconde Guerre mondiale dans les termes utilisés, puisqu'on se rend compte que les Russes aujourd'hui parlent de blitzkrieg économique, donc de guerre économique entamée par l'Occident contre la Russie, et qu'il parle de pogrom antisémite en faisant référence aux attaques qui sont faites sur le plan économique contre les Russes, puisqu'il n'y a pas d'attaque militaire. Parallèlement à ça, il y a une position ukrainienne qui semble inflexible mais qui ne l'est pas, et qui a toujours tendance à jouer sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est une ouverture à la négociation avec les Russes qui est réclamée, et l'autre tableau, c'est toujours un appel du pied aux Occidentaux, et particulièrement aujourd'hui aux États-Unis, puisqu'ils ont demandé à ce que les Américains interviennent pour protéger les villes ukrainiennes des bombardements russes. Eh bien, le président Zelensky continue à souffler le chaud et le froid du point de vue des Russes, et continue à dire qu'il est prêt à la négociation, tout en voulant rester au pouvoir évidemment, mais en demandant un soutien logistique, économique et militaire de la part du bloc occidental emmené par les États-Unis. Ce mercredi, face à 300 élus du Congrès américain et en présence du président Joe Biden, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois à l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, doublée d'une assistance plus prononcée à l'Ukraine, voire de sanctions supplémentaires contre la Russie. Amin Toutah. En tant que leader de ma nation, je m'adresse au président Biden. Vous êtes le leader d'une nation, de votre grande nation. Je souhaite que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix. The leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. De son côté, le président russe Vladimir Poutine parle d'opérations militaires réussies. Il s'est exprimé aujourd'hui lors d'une conférence de presse en marge de sa rencontre avec le Premier ministre hongrois à Moscou. L'opération se développe avec succès, dans le strict respect des plans préapprouvés. Nous n'avions pas d'autre choix que la légitime défense pour la sécurité de la Russie, en dehors de la réalisation de l'opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés seront certainement atteints. Nous assurons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple, et nous ne permettrons pas à l'Ukraine de servir de tremplin à des actions agressives contre la Russie. Intensification des manœuvres diplomatiques également au niveau de l'Alliance Atlantique Nord. Une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN a eu lieu ce mercredi à Bruxelles. Le secrétaire général Jens Stoltenberg affirme que l'Alliance ne prévoit de déployer aucune de ses forces sur le terrain en Ukraine.
Bien sûr, nous soutenons les efforts de paix. Nous demandons à la Russie, au président Poutine, de retirer ses troupes, mais nous n'envisageons pas de déployer des troupes de l'OTAN sur le terrain en Ukraine. Et on arrive au 21e jour d'opération militaire russe en Ukraine. Mardi, un couvre-feu a été décrété à Kiev. Les combats s'intensifient autour de Mariupol et Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. Les détails avec Amin Toutah. Une capitale Kiev sous couvre-feu et des combats autour des grandes villes. Plus de 20 jours après le début des opérations militaires russes, l'état de conflit en Ukraine reste toujours en vigueur. Dans la capitale, plusieurs explosions ont été entendues à l'aube. Des checkpoints et barricades sont de plus en plus visibles. Les troupes russes tentent d'encercler la capitale par les villes nord telles que Tchernihiv et Irpin. La municipalité de Kiev a décrété un couvre-feu depuis mardi 20h et ce jusqu'à jeudi matin. Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, entourée par des unités russes, l'agglomération vit au rythme des combats depuis les premiers jours de l'opération. Plusieurs infrastructures ont été endommagées. Dans le sud, la ville portuaire de Mariupol reste assiégée et des civils cherchent à fuir les combats via les corridors humanitaires. Une région stratégique pour Moscou, elle permettrait de faire la jonction entre les troupes russes venues de la Crimée et celles du Donbass. Et c'est vers le sud-ouest à Odessa que les regards sont braqués. Un assaut russe par la mer Noire reste imminent. Cette ville stratégique pour l'économie ukrainienne se barricade autour des côtes et sur les principaux accès. Au volet humain, la Russie reste sur un bilan de 498 soldats perdus depuis le 2 mars. Côté ukrainien, Kiev avance le chiffre d'environ 1300 militaires perdus. Et d'après des organisations internationales, plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine, principalement vers la Pologne, en plus des autres pays limitrophes. Vous l'aurez donc compris, l'arme des sanctions économiques, moyen de pression privilégié par les Occidentaux contre Moscou. Les dernières en date visent des dirigeants et des oligarques russes. De son côté, la Russie a adopté des contre-sanctions et décide de claquer la porte du Conseil de l'Europe. Naila Hamouda. Alors que le conflit boucle sa 3e semaine, un nouveau train de sanctions contre Moscou a été adopté par le gouvernement britannique. Il s'agit des gels des avoirs et des interdictions de voyage visant plusieurs centaines de personnalités russes, les oligarques à la tête de ces sanctions, mais aussi des dirigeants politiques comme l'ex-premier ministre Dmitry Medvedev, les porte-paroles du Kremlin et de la diplomatie. L'Union européenne passe au 4e paquet de sanctions. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, en est une preuve vivante de ces sanctions. Il appelle les autres pays occidentaux à rompre avec la dépendance au gaz et pétrole russe. Nous sommes confrontés à une crise mondiale dans laquelle il est évident que l'intervention russe en Ukraine a contribué à déclencher une flambée du prix des hydrocarbures, une flambée du prix du pétrole. Et il est vital, si nous voulons résister à l'intimidation de Poutine, si nous voulons éviter d'être soumis au chantage de Poutine, comme tant de pays occidentaux l'ont malheureusement été, c'est à nous de nous retirer des hydrocarbures russes. Les sanctions ciblent à nouveau les oligarques russes, mais aussi le retrait de la Russie du statut de nation la plus favorisée. Une mesure ouvrant la voie à de nouvelles taxes sur l'importation de produits, essentiellement dans le secteur du fer et de l'acier. Autre mesure phare, l'interdiction de l'exportation de produits de luxe, très prisés par les oligarques russes. Le principe de réciprocité ne s'est pas fait attendre. Les autorités russes ont adopté de contre-sanctions visant des personnalités occidentales, dont le président américain Joe Biden et son chef de la diplomatie Antony Blinken, ou encore le patron de la CIA. Ces derniers, ils sont donc estampillés d'une interdiction de fouler le sol russe. Menacée d'être exclue du Conseil de l'Europe, principale organisation de défense des droits de l'homme sur le vieux continent, la Russie a pris les devants et a décidé de claquer la porte, une organisation dont elle est membre depuis 1996. Et dans le même dossier, le Premier ministre britannique Boris Johnson en visite en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Il s'agit pour Londres de trouver de nouvelles alternatives
visant à se détourner des hydrocarbures russes, mais également tenter d'apaiser les tensions sur le marché mondial de l'énergie. Mohamed Wali Ben Shaban. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé ce matin aux Émirats arabes unis pour sa première rencontre avec le prince héritier d'Abu Dhabi Mohammed Ben Zayed. Par la suite, l'exécutif britannique s'est rendu à la capitale saoudienne Riyad pour s'entretenir avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans l'espoir de convaincre le premier exportateur de brut au monde d'accroître sa production pour calmer le marché mondial et atténuer l'impact des sanctions économiques imposées à Moscou sur les cours mondiaux de l'énergie. Si vous regardez ce que fait Poutine en Ukraine, cela provoque une incertitude mondiale, une flambée du prix du pétrole qui se répercute sur les parvis au Royaume-Uni. Tout le monde peut voir l'effet de l'augmentation du prix du gaz qui se produit et nous devons nous assurer que nous sommes bien préparés et nous prenons des mesures pour atténuer ça afin d'aider les gens à faire face au coût de la vie. La semaine prochaine, nous allons définir la stratégie énergétique pour le Royaume-Uni. Un bond en avant massif sur les énergies renouvelables. Plus de nucléaire en utilisant nos propres hydrocarbures plus efficacement. En outre, nous examinons ce que nous pouvons faire pour nous approvisionner en hydrocarbures ailleurs qu'en Russie. Nous devons nous débarrasser des hydrocarbures russes. Le Royaume-Uni envisage de se défaire progressivement des importations de pétrole russe dans le cadre de sanctions de grande envergure visant les entreprises russes. Les importations russes représentent 8% de la demande totale de pétrole au Royaume-Uni. Pékin hausse le ton vis-à-vis de Washington au sujet des sanctions promises par les États-Unis, dont le cas d'un soutien chinois à la Russie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que son pays se tient prêt à contre-attaquer. D'un côté, les États-Unis cherchent à obtenir le soutien et la coopération de la Chine, et de l'autre, ils brandissent le gros bâton de sanctions contre la Chine. Nous demandons instamment aux États-Unis de ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine sous quelque forme que ce soit. Si les États-Unis continuent seuls sur cette voie, la Chine prendra certainement des contre-mesures fortes. La Chine a pris note de la déclaration pertinente du président Zelensky. Nous encourageons toutes les parties concernées à mener le dialogue sur un pied d'égalité et à faire face aux contradictions et aux problèmes accumulés au fil des ans. Sans transition, Moyen-Orient avec les pourparlers sur le nucléaire iranien qui se poursuivent. Les parties engagées dans cette négociation n'ont jamais été aussi proches d'un accord. Selon le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, les garanties écrites consenties par la Maison-Blanche à Moscou confirment l'exclusion de la coopération russo-iranienne dans le nucléaire des sanctions américaines décidées à l'encontre de la Russie. Les mesures prises aujourd'hui par les États-Unis incluent des sanctions et des restrictions de visa à l'encontre de responsables et de particuliers russes et bélarusses. Les États-Unis et nos partenaires et alliés sommes déterminés à imposer des coûts sévères et massifs à ceux qui sont impliqués dans ce conflit. L'accord du nucléaire iranien ne sera pas pour la Fédération de Russie un moyen d'échapper aux sanctions qui lui ont été imposées à cause du conflit en Ukraine. Pas loin de Téhéran, au Proche-Orient, le peuple palestinien, ont droit à une protection. Le secrétariat général de la Ligue des États arabes réitère ses appels en direction du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que les institutions internationales des droits de l'homme. Il leur demande notamment d'assumer leurs responsabilités face aux exactions répétées de l'entité sioniste. Entre-temps, les violations sionistes à El-Quds se poursuivent. Pas moins de 105 colons sionistes se sont rendus coupables d'une incursion à la mosquée d'El-Aqsa, selon le département des Waqf islamiques de la capitale palestinienne. Réunion aujourd'hui à New York au sujet de la question libyenne, le Conseil de sécurité de l'ONU a affiché ses inquiétudes quant au risque d'enlisement de la situation politique.
Les puissances du Conseil de sécurité ont dit craindre une confrontation entre gouvernements parallèles. Le Conseil de sécurité doit prolonger fin avril la mission politique de l'ONU en Libye, une échéance qui coïncide avec une fin de contrat renouvelable pour Stephanie Williams. Dans l'actualité algérienne, le président Abdelmajid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger le ministre slovène des Affaires étrangères, Anže Logar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, entre autres. Je suis très heureux d'être là pour discuter des relations entre l'Algérie et la Slovénie. Plusieurs points ont été débattus, dont la crise en Ukraine et les relations bilatérales entre les deux pays. Notre objectif, les consolider. La signature d'un protocole de coopération économique. Nous nous sommes concertés sur plusieurs autres domaines pour pouvoir les consolider à l'avenir, et spécialement dans le secteur de l'énergie, afin de trouver de nouveaux partenaires avec l'Algérie dans la production gazière et pétrolière. L'Algérie est un partenaire commercial très important, considéré comme le deuxième client dans la région. Nous œuvrons avec beaucoup d'efficacité et de rapidité afin de consolider nos relations dans le secteur des services, l'intelligence artificielle, les ressources en eau et le secteur du tourisme. Je pense que les opportunités sont là. Au Mali, une opération militaire a débouché sur la neutralisation de plusieurs terroristes dans la région de Ménéka. Les forces armées maliennes, FAMA, ont annoncé aujourd'hui avoir conduit le 13 mars dernier une mission aéroterrestre dans le secteur de Ménéka, suite aux attaques terroristes contre les populations, selon un communiqué. Les frappes aériennes sur les zones refuges ont permis de resserrer l'étau et briser l'élan des groupes terroristes dans plusieurs zones. Et pour clore ce tour d'horizon africain, les troubles politiques reprennent de plus belle au Nigeria. 11 membres des forces de sécurité, dont 7 policiers, ont été tués, dont 2 attaques perpétrées par des terroristes selon le gouvernement. La première agression a eu lieu hier contre un poste de police au district de Magma, dans l'état du Niger. Une seconde attaque a eu lieu dans l'état voisin de Kebbi. Cap désormais sur la France, où la situation en Corse ne cesse de se détériorer. Après plusieurs jours de manifestations et de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur l'île de Beauté. À Place Beauvau, l'on n'exclut pas la possibilité d'une autonomie. Safwan Ben Sabri. Le climat est plus que tendu sur l'île de Beauté depuis maintenant plus d'une semaine. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur l'île. Il a déclaré la veille du déplacement que le gouvernement français était prêt à aller jusqu'à l'autonomie de l'île. La Corse connaît une vague de violence après l'agression d'Ivan Colonna. Le ministre de l'Intérieur a préconisé une discussion entre les élus corses et le gouvernement, conditionnée cependant à un retour au calme. Il ne peut y avoir de dialogue sincère en démocratie sous la pression des bombes agricoles et la présence ou l'omniprésence des forces de l'ordre. Darmanin a reconnu la responsabilité de l'État dans l'agression du militant corse et s'est engagé à établir la vérité sur l'agression brutale qu'a subie le détenu. Concernant l'autonomie, le ministre de l'Intérieur propose notamment de s'inspirer de la Polynésie française qui bénéficie d'une très large autonomie. Envoyé à Bastia dans un contexte de forte tension entre autonomistes et indépendantistes, Gérald Darmanin a promis le début d'un cycle sans précédent de discussions avec les élus locaux. En attendant, plusieurs régions de l'île restent des zones de non-droit où la violence semble prendre le dessus sur le dialogue. Et on enchaîne avec cette nouvelle tragique au Japon. Le pays a été frappé par un séisme d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter à l'est. Une alerte au tsunami est déclenchée et 2 millions de foyers sont privés d'électricité.
Au Sri Lanka, une foule a tenté mardi d'envahir le bureau du président sur fond de colère croissante contre l'envolée des prix. On parle de la pire crise économique et financière de l'histoire moderne de l'île. En Afghanistan, les Nations Unies annoncent avoir recensé quelques 23 millions de cas de famine aiguë contre 14 millions en 2021. Il s'agit, selon les représentants spéciaux adjoints de l'ONU, coordinateur humanitaire en Afghanistan Ramiz Al-Akbarov, d'une crise d'insécurité alimentaire et d'une malnutrition d'une ampleur sans précédent dans le pays asiatique. Et du football, on clôture de cette édition avec un mot sur la Ligue des Champions. Suite et fin ce soir des huitièmes de finale avec deux belles affiches au menu. À l'Allianz Stadium de Turin, la Juventus reçoit pour cette manche retour le sous-marin jaune de Villarreal. Rappelons que pendant le match aller, il s'est soldé par un score nul, un but partout. La vieille dame aura l'occasion de s'adjuger une place en quart de finale de la compétition. Mais attention aux Espagnols qui ont aussi leur mot à dire dans cette rencontre. Les Blues de Chelsea affrontent quant à eux le LOSC de Lille au stade Pierre-Mauroy. Auréolés par une victoire nette et sans bavure, 2-0 à l'aller, les protégés de Thomas Tuchel partent favoris. Le champion en titre est en passe d'accéder au prochain tour, à moins d'une surprise retentissante des Dogs. Hier, les Diables Rouges de Manchester United sont tombés dans le piège du Cholo Simeone. L'Atlético Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 sur la pelouse d'Old Trafford, face à des Mancuniens amorphes. De quoi redonner le sourire au coach des Colchoneros qu'on écoute justement. Ce fut un match au rythme régulier, stable pendant toute la rencontre. Il faut souligner le travail collectif. Le travail collectif a été fantastique. Une fois de plus, nous sommes parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Et pour le club, c'est extraordinaire après avoir gagné le championnat la saison dernière, être parmi les 8 meilleurs d'Europe. Nous avons fait une bonne première période. Toutes les choses que nous avions prévu de faire, l'équipe les a faites. La seule chose que nous n'avons pas réussi à faire, c'est transformer cette performance énergétique en ouverture du score. Et contre une équipe comme l'Atlético, il est très important d'ouvrir le score. Et si vous ne le faites pas, c'est encore plus important de ne pas encaisser de but. Et 1 minute avant la mi-temps, nous avons encaissé ce but dans une phase de transition. Enfin, dans l'autre match de la soirée d'hier, victoire et qualification 8e de finale du Benfica. Les Lisboètes s'imposent sur la plus petite des marches, 1-0 sur la pelouse du Johan Cruyff Arena face à l'Ajax Amsterdam. De quoi ravir Nelson Verissimo, le coach du Benfica. Je suis évidemment très content du résultat. Nous faisons partie aujourd'hui des 8 meilleures équipes d'Europe. Ce groupe a beaucoup travaillé pour en arriver là contre une équipe difficile, mais dès le début, nous avons cru en notre réussite et que l'on serait capable de rivaliser avec l'Ajax. Oui, la créativité a manqué de temps en temps, mais le jeu avec le ballon était excellent, tout comme l'organisation défensive, mais aussi le pressing. Nous avons totalement dominé là-bas et puis c'est vraiment amer avoir un petit moment d'inattention qui vous élimine, mais nous devrons vivre avec. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. La suite de nos programmes avec la météo de Amina Zian Sherif. Excellente soirée à tous.